dans Truth Social TV, l'émission qui met en valeur les personnes et les organisations qui ont décidé que l'individu était au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Laroyenne. Cédric, tu es directeur de l'engagement d'EPSA et délégué général de EPSA Foundation. C'est ça. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis on a aussi Victoire qui est avec nous et qui te posera des questions, soit au fur et à mesure de l'émission ou à la fin, comme tu le souhaites. Peut-être on peut commencer par mieux te connaître. Qui Ouais. es-tu? Quel est ton parcours? Alors, je suis arrivé chez EPSA il y a maintenant 2 ans et demi, septembre 2019. Auparavant, j'avais fait 8 ans dans un cabinet de conseil qui s'appelle Accenture. J'étais rentré en stage à l'époque de 8 mois et finalement, ça s'est transformé en CDI de 8 ans. Pourquoi finalement à la Fondation Accenture? J'ai un parcours assez traditionnel, hein, école de commerce. Et puis, je voyais souvent en fait sur le bureau de mes parents des tracts d'associations et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Je suis allé au troisième année d'école de commerce faire un séjour et une mission humanitaire à Madagascar. Et puis là, je me suis dit deux réflexions. La première qui était, ok, il y a des choses à faire en dehors de la France. En tout cas, il y a une cause sociale à aller défendre. Et puis finalement, une réalité qui est, je suis pas certain d'être fait sur le terrain, enfin de vouloir commencer ma vie professionnelle sur le terrain, que ce soit en termes de confort, même au niveau salarial. Et finalement, j'ai découvert là, à ce moment-là, un pivot qui existait, un modèle économique assez hybride qui est entre les entreprises et les associations, les fondations d'entreprises. Et donc j'ai fait quelque chose de très très simple que je m'amuse à dire. Sur un moteur de recherche, j'ai tapé fondation d'entreprise. Le premier lien, c'était un annuaire de fondation, Accenture A, 2CE, forcément par ordre alphabétique. J'ai cliqué, j'ai postulé, j'ai été pris. Et donc voilà, un petit peu moins de 10 ans au sein d'Accenture pour m'occuper d'abord du mécénat et ensuite de voir comment est-ce qu'on pouvait impulser finalement l'innovation sociale dans les enjeux et dans les métiers des consultants. Et puis septembre 2019, j'ai intégré le groupe EPSA. Et EPSA, c'est quoi? C'est une machine assez particulière finalement. Quand je suis rentré en septembre 2019, on était 650. Ils étaient 250 2 ans avant. On est 1500 aujourd'hui, 3000 d'ici 3-4 ans. C'est finalement une entreprise de conseil, mais qui travaille sur tous les centres de coûts d'une entreprise. Très concrètement, on vient chez un client, on ouvre le capot, on regarde tout ce qui lui coûte de l'argent pour faire son business, son operating model, et on vient les optimiser. Donc ça vient des achats, l'optimisation des charges fiscales, sociales, financement de l'innovation, transition énergétique et écologique. Donc une entreprise qui vient accompagner la transition, la transformation finalement au fil des enjeux de société. Et donc EPSA, si j'ai bien compris, c'est un modèle d'acquisition de croissance externe, Exactement. un peu de croissance interne, Ouais. j'imagine, un peu de croissance organique ou même beaucoup. Mais donc en 3 ans, vous avez intégré plus de 20 entreprises. C'est ça. En 5 ans, vous êtes passé de 250 salariés à 1500 salariés. Comment ça se passe socialement quand Ouais. on a un modèle d'intégration aussi massif? Est-ce Bien qu'on sûr. arrive à avoir un socle de valeurs communes? Comment on intègre? C'est quoi les enjeux de ce type de modèle économique? Alors, c'est toute ma feuille de route, c'est toute la feuille de route du groupe aujourd'hui. La réalité, c'est que c'est d'abord une aventure entrepreneuriale, avec d'ailleurs un actionnariat familial, puisque Mathieu Gufflet, qui est le fondateur, est encore président et est aussi actionnaire majoritaire. Puis, il y a encore 30%, plus de 30% du capital qui est détenu par des associés qui sont, comme moi, encore dans l'entreprise. Donc, c'est avant tout un début d'aventure entrepreneuriale et humaine. C'est un premier élément de réponse. La deuxième, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'acquisitions sur les 3-4 dernières années, hein, une vingtaine environ, pour venir être vraiment complémentaire de toute la palette de métiers qu'on pouvait avoir. Et puis, il y a un dénominateur commun à finalement ces acquisitions-là, c'est que les entrepreneurs sont venus rejoindre le groupe sont restés. Comme marque de fabrique, c'est vraiment ça qu'on a réussi à impulser avec une intégration sociale qui est finalement sur une promesse assez simple. On est une entreprise de service, une entreprise de conseil, donc notre principale richesse, c'est nos salariés, c'est nos collaborateurs, c'est notre capital humain. Donc on sait que le premier pari à faire, c'est celui-ci. On parle beaucoup effectivement en ce moment de tout ce qui est environnement. C'est effectivement un sujet qu'on aborde, mais notre priorité première, c'est de montrer que une entreprise qui intègre, et c'est bien des acquisitions et non pas des fusions, qui intègre le groupe EPSA, il y a une promesse humaine portée sur le capital humain. Et effectivement, au bout de 2 ans et demi aujourd'hui, sur lequel on a commencé à implémenter des sujets comme la fondation, la RSE, Ouais. on connaît un tournant pour accélérer cette dimension humaine. Et c'est quoi le socle de valeurs communes dans lesquelles vont se retrouver Ouais. les salariés d'EPSA ou les nouveaux qui arrivent? Ils s'appellent EPSA d'ailleurs, les entreprises Alors perdent leur justement, nom quand elles absolument deviennent pas. EPSA? Non, Non? non, absolument pas. Aujourd'hui, sur la vingtaine d'entités juridiques que j'ai dans le groupe, j'en ai qu'une qui s'appelle EPSA et qui Ouais. porte le même nom du groupe. Ouais. Tout le reste, on va retrouver effectivement des noms de marques totalement différents. Donc c'est même pas des fusions, c'est Non, juste absolument pas. un empilement, une acquisition. Exactement, on a une l'habitude de dire que c'est ouais. une sorte de constellation entre Ouais. guillemets de TPE, PME qui viennent travailler leur complémentarité business Donc pour ils ont qu'on quoi en ait. commun les gens? À part
Et ben, en commun, alors déjà, effectivement, toujours l'aventure entrepreneuriale, c'est assez important, c'est vraiment un ADN Ouais, mais très ça, très c'est leur fort. patron. Eux, ils n'ont rien Alors, décidé. Ils suivent la volonté ils entrepreneuriale. suivent, oui et non, puisque on est sur des modèles entreprises qui sont des TPE, PME, donc Ouais. finalement avec une proximité entre le patron et donc une culture d'entreprise qui se diffuse qui est assez forte. La réalité, c'est que quand on a regardé il y a maintenant 2 ans et demi, on a fait un énorme atelier avec tous justement cette vingtaine de patrons pour se dire bah, c'est quoi nos dénominateurs communs. Pour être très transparent avec vous, on a mis tous les valeurs qui étaient présentes sur les sites internet de toutes les entités qui faisaient partie du groupe. Bon, on en avait plus d'une vingtaine, on avait 27 valeurs totalement différentes. On s'est dit ok, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Pourquoi vous avez rejoint le groupe et qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à doubler de taille, de chiffre d'affaires et d'EBITDA d'ici 3-4 ans? Bah, il y avait une chose qui nous réunissait, c'était effectivement le fait de dire, nous aujourd'hui en tant que patron, on se doit de créer la situation la plus confortable possible parce qu'on a des métiers singuliers, et donc créer finalement une situation de performance la plus optimum. Et là-dessus, tout le monde s'est regardé en disant, ok, maintenant on sait que le business fonctionne, on sait le driver, on est leader sur nos marchés. Comment est-ce qu'on arrive à se pencher sur la question? Et donc le dénominateur commun, la valeur première, vraiment foncièrement, c'est la question de comment est-ce qu'on est bienveillant, inclusif, altruiste, mais altruiste déjà pour la société avec un grand S, et puis surtout pour la société et notre groupe, pour pas que la maison mère, mais toutes les entités. Donc on travaille sur les questions de capital humain au quotidien, et c'est la valeur centrale. C'est altruiste envers la société. Ouais. C'est pour une entreprise qui conseille dans les achats. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un impact social ou environnemental positif Complètement. d'être ça? Complètement. On est obligé aujourd'hui. On sait que de toute façon, si, et même en étant très égoïste, Les acheteurs, c'est devenu des gens un peu sympas? c'est même des gens ultra sympas. Ouais. Faut les connaître. Qui ont un rôle social alors, positif? Alors, dans les acheteurs, je sais pas, ceux qui font, Ouais. bien sûr que si, mais ceux qui font du conseil en achat, Ouais. oui, effectivement. D'accord. Non, en réalité, aujourd'hui, on a une dimension sur laquelle on est obligé de foncer, qui est, étant donné qu'on est une entreprise de conseil, on est dans le cœur du réacteur d'une grande majorité, on touche 4500, 5000 clients uniques, pas que sur les achats, mais sur tous les autres métiers qu'on a. Donc, on a une responsabilité qui est notre raison d'être, c'est de venir transformer les entreprises de l'intérieur. Donc si nos propres consultants ne sont pas sensibilisés, formés, avertis, éduqués, éveillés aux enjeux de société, et notamment humains, on va se planter, on va se gameler quand on va arriver chez un client qui va nous demander de l'optimiser effectivement ses achats. Et là, on lui dira, ce qu'on a pu dire il y a quelques années, ton objectif c'est uniquement de réduire ton prix, et donc on va aller délocaliser à droite à gauche sans prendre forcément une dimension humaine. Je dis pas que la délocalisation n'est pas bien, hein. Je dis juste qu'on va remettre au centre de la question et nos recommandations l'aspect très humain, et notamment ça s'est accéléré avec le Covid. Et tu me disais en préparant, quand on acquiert comme ça des organisations qui ont des histoires différentes, peut-être des cultures, des valeurs différentes, finalement, il y a un dénominateur commun aussi qui reste, c'est c'est la RSE, c'est la Ouais. volonté quand même de faire bien les choses ou d'impacter positivement. Ça, c'est un Exactement. début de travail, de cohésion. Qu'on a fait finalement il y a 2 ans et demi, c'est ce pourquoi je suis arrivé, hein. Mathieu Gufflet, qui est le président, m'a appelé en me disant, écoute Cédric, le business fonctionne très bien, la perspective de croissance très bien, les fonds externes nous suivent. Bon, maintenant il manque un truc, ce fameux socle commun dont tu parlais tout à l'heure. Et ben on s'est aperçu que finalement un dénominateur commun à toute cette croissance et à toutes ces entités juridiques différentes, c'est la RSE, c'est quel sens on peut donner à la société dans notre C'est-à-dire, métier. la performance financière, avoir tous les trophées de performance incroyables, etc., ça ne lui suffisait pas. Il fallait aussi, donc maintenant, contrebalancer ça ou Exactement. enrichir ça Et c'est d'ailleurs une performance sociale. Exactement, et c'était la question qu'on s'était posée. Ouais. C'est une aventure entrepreneuriale avec effectivement une réussite économique qui, il y a peut-être quelques années, Et peut-être pourquoi? une dizaine d'années. C'est pour se donner bonne conscience, c'est pour parce que maintenant j'ai tellement réussi qu'il faut aussi que je fasse du social. C'est la pression des fonds, c'est la pression des clients, c'est pourquoi tout d'un coup il faut s'y mettre sur le social. 3 éléments finalement qui sont arrivés de manière vraiment coordonnée, hein. Et même un quatrième que je mets de côté puisqu'il est aussi très personnel, Mathieu Gufflet, qui effectivement est le président, un profil d'entrepreneur, la cinquantaine, père de famille nombreux, donc effectivement on arrive à un cycle de la vie d'entrepreneur au bout de 20 ans d'entreprise qui se dit bah, qu'est-ce que je lègue pour ensuite. Ensuite on a effectivement eu nos collaborateurs avec cette nouvelle génération qui arrive, qui vient se confronter à la génération déjà en place, qui se dit bah ok, moi en fait je viens faire mon boulot, je viens faire mon taf, mais c'est quoi votre promesse et ça à côté? Donc là on sait qu'on est dans une guerre des talents qui est absolument cruciale, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a les fonds d'investissement qui nous ont dit
on a, et je pense qu'il faut le reconnaître, ils sont venus en disant on est prêt à mettre des millions sur la table, sauf que votre perspective de croissance, on la connaît au niveau financier, mais au niveau humain, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez Donc doubler les de fonds vous taille? demandent ça. Les fonds nous demandent ça. Raise et Rate et Tower Towerbrook c'est ça aujourd'hui, qui sont les deux fonds qu'on a, mais on a eu effectivement des fonds précédents D'accord. qui sont sortis au fur et à mesure Raise, des ils sont un peu comptables. plus connus sur la partie Exactement. impact social. Et Towerbrook, qui est un fonds d'investissement étranger, mais notamment Ouais. qui est Bicorp, donc qui a... D'accord. Donc il a et déjà c'était- cette sensibilité. Exactement, et c'est aussi un choix. Précédemment, on avait un fonds d'investissement qui s'appelle Impact. Ouais. Donc il y a aussi dans le choix des actionnaires une sensibilité humaine et sociale et sociétale Donc qui ces était fonds-là assez vous disent forte. ok c'est génial, vous cartonnez financièrement, etc. Maintenant, socialement ou Exactement. environnementalement, prouvez-nous que vous êtes performant. Ils vous le demandent. Ils vous Et- demandent des indicateurs. Et oui, et d'ailleurs ESG. on va même un cran plus loin, puisque Ouais. même pour une partie de la dette, par exemple, qu'on peut lever auprès d'une banque, on est capable aujourd'hui de venir, enfin en tout cas la banque nous propose, notre partenaire bancaire nous propose de venir négocier un pourcentage du taux d'intérêt sur des critères humains et sociaux d'ici 2026. Genre lesquels? Bah, très simplement, hein, sur des enjeux de société qui sont, alors si on prend juste des entités françaises, l'égalité femmes-hommes, le nombre de personnes en situation de handicap, sur le taux de personnes formées à l'anticorruption, on sait que c'est un sujet quand même qui est assez présent en France, sur la discrimination, évidemment aussi sur l'environnement. Mais Donc ça on veut a- dire qu'ils arrivent à financiariser cette performance sociale, parce que c'est pas des enfants de cœur non plus les fonds. S'ils vous demandent de la performance sociale en échange d'une Ouais. renégociation de la dette, etc., c'est ce qu'ils ont compris qu'il y avait une financiarisation Bah, de ils savent. l'extra-financier. Ils savent en fait que c'est bon pour le Ils le business. modélisent? Exactement, ils savent Ouais. que c'est bon pour le business. Je vous donne juste un chiffre qui est assez frappant. Aujourd'hui, quand une personne qui est cadre sup, part d'une entreprise, quand elle démissionne, ça coûte à l'entreprise 45 000 euros. Donc effectivement, quand on a un taux de turnover, et notamment dans les entreprises de conseil, hein, la moyenne France donnée par le Syntec Numérique, c'est environ 30%. Donc on sait que nous, plus on va grandir, et si on a un taux de turnover qui équivaut à 30%, on fait 30% de notre effectif fois 45 000 euros, ça représente une manne financière qui est impressionnante. Pour un fonds d'investissement qui effectivement et un partenaire bancaire regarde en priorité, en premier, la côté financière, il voit très bien que c'est un levier d'action qui est important pour... Donc pression des investisseurs, pression donc des candidats, génération X, Exactement. Y, Z, etc., qui veut rejoindre une belle boîte qui Bien cartonne sûr. avec un bon produit, etc., mais qui a du sens, et pression des clients Et de aussi, nos qui disent, clients, ouais. effectivement. Alors les clients, encore plus quand on est en entreprise de conseil, on est attendu à être presque parfait hein, sur Ouais. tous les niveaux. Aujourd'hui, les clients nous disent, nous on veut intégrer des prestataires intellectuels ou des fournisseurs, peu importe, qui ont un certain niveau de responsabilité. Donc on passe des audits. Et il y a d'ailleurs certains des clients qui disent, si vous avez une note inférieure à tant sur 100, vous ne pouvez pas répondre aux appels d'offres, on ne vous les adresse même pas. Donc en fait, c'est même là où dans l'entreprise EPSA, quand je pouvais avoir les moins convaincus, ou en tout cas qui partaient de plus loin sur ces questions-là, quand on leur disait, ce client-là, tu te mets à risque si tu ne travailles pas les sujets humains, parce que demain, tu ne peux pas avoir du business ou ton business courant, ça fait réagir toute l'entreprise. Donc finalement, c'est toute la chaîne de décision du leadership jusqu'à l'opérationnel qui se dit, il faut que je sois concerné, parce que c'est bon pour moi, personnellement, et puis c'est bon pour la boîte. Bon, et concrètement, mais c'est peut-être aussi tes questions, concrètement, vous faites quoi? Enfin, pour les Ça salariés, rejoint que ça, ouais. exactement ma question. EPSA, vous définissez comme une entreprise à valeur ajoutée humaine Ouais. et vous avez développé EPSA for Good. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur EPSA for Good? Ouais. C'est quoi la vision? C'est quoi les piliers? Il y a une fondation qui est aussi reliée à ça. Voilà, Exactement. pour savoir un peu plus. On a pris un virage effectivement depuis 2 ans. On s'est dit il faut avoir ce socle humain. Donc on a créé une fondation d'entreprise hein, qui est assez courant, mais qui pour nous était le premier socle. Encore une fois, quand on était 650, créer une entité juridique pour adresser un programme en faveur de l'intérêt général, pour contribuer à des enjeux de société, c'était pas anodin. Donc là, on a vraiment embarqué sur un projet d'entreprise qui n'était pas business et qui n'est pas business. On embarque à l'époque les 650 et les 1500 aujourd'hui, puisqu'ils viennent contribuer aux actions de la fondation. Et derrière, on a développé toute une politique RSE qui vraiment regarde notre operating model pour réussir à travailler notre empreinte sociale, notre empreinte environnementale. Et depuis février 2022, on est allé un cran plus loin. Encore une fois, pour réaffirmer ses convictions, on a créé ce qu'on appelle une direction de l'engagement qui vient porter ce programme EPSA for Good. Hein. Et cette direction de l'engagement, elle vient prendre finalement le lead sur tous les sujets qui viennent donner un confort sur la performance des collaborateurs. EPSA for Good, c'est la fondation, la RSE et la qualité de vie au travail. Et on va retrouver d'autres programmes comme l'innovation, la formation, la communication interne, le leadership, qui va venir donner toutes les clés de réussite et de contribution et de compréhension aux salariés pour que demain ils puissent être plus performants. Et EPSA for Good, c'est le pilier quasiment central de cette direction d'engagement. C'est ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut donner du sens, mais du sens pour la société avec un grand S, donc comment on passe par les actions philanthropiques, d'intérêt général, programmes d'engagement, pour emmener nos collaborateurs sur le terrain, pour leur montrer, regardez ce qui se passe comme enjeu de société, et puis effectivement du sens dans notre entreprise, donc avec un petit test pour la société qui est notre société, comment on les enclenche sur plus d'engagement en faveur d'une contribution réelle à des enjeux de société dans leur métier. Et avec cette volonté d'être une seconde école?
Ouais, alors dont c'est tu parles? c'est clairement C'est un quoi ce autre, concept? le début, notre raison d'être, c'est effectivement c'est qu'EPSA soit un tremplin, hein, puisqu'on a des métiers Ouais. singuliers, mais vers l'épanouissement professionnel et l'accomplissement personnel. Il faut que ce soit une seconde école d'ailleurs. Les écoles, les entreprises de conseil sont souvent hein, des secondes écoles, mais on est là vraiment pour leur donner des clés. Moyenne d'âge 32 ans. C'est-à-dire que vous prenez beaucoup de jeunes diplômés? On prend beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup d'alternants. On a une moyenne d'âge donc, effectivement de 32 ans, donc on sait qu'on est là pour les former. Si on est capable de dire qu'aujourd'hui on met sur le marché du travail au bout de 5 ans, 10 ans, des collaborateurs qui sont plus avertis et plus engagés, on pense que la transformation du monde, elle peut se passer effectivement, en toute humilité, par EPSA, mais surtout pas que, par tous les collaborateurs qui auront pu être dans des entreprises plus largement, avec ce sens-là qui est donné dans leur quotidien. Merci beaucoup. Merci Cédric. Merci Le à quart tous d'heure les est deux. passé très vite. Merci beaucoup Merci Victoire. beaucoup. Et puis à bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.